Mon grand-père Charles et ma grand-mère Alphonsine ont été internés fin octobre 1940 au camp de Pléné-Jugon avec leurs 2 enfants, Albert et Rachel. Rachel, ma mère, a eu 4 ans dans ce premier camp. Ma famille a été transférée avec la roulotte au camp de la Pierre à Coudrecieux, dans la Sarthe, le 20 novembre 1940. Peut-être est-ce de ce camp que Charles et Albert avaient essayé de s'évader. Ils racontaient, une nuit, dans une barque, sur un étang, ils avaient chié dans leur froc tellement ils avaient peur d'être attrapés. C'étaient pourtant pas des trouillards, ces 2-là, mais ils avaient été repris. On retrouve trace du mariage civil de mes grands-parents à Coudrecieux le 26 août 1941, sans doute pour garantir légalement l'unité de leur famille. Le petit frère Charles est né au camp de Coudrecieux le 21 décembre 1941, puis, domicilié au camp de Montreuil-Bellay, il est mort à l'Hôtel-Dieu d'Angers le 18 décembre 1943. Ma mère racontait qu'il pleurait toujours, qu'il avait des crises et que les Allemands, pour le calmer, lui mettaient la tête dans une bassine d'eau et qu'à force, il en était mort. Comment interpréter ces souvenirs et consoler ce chagrin? Pauvre petit Jésus sans gloire. Puis, nous avons retrouvé trace du mariage religieux de mes grands-parents à la chapelle du camp des nomades de Montreuil-Bellay le 25 février 1944. Peut-être est-ce de ce camp que ma mère avait le plus de souvenirs. Dans les camps, les femmes étaient embauchées pour éplucher les légumes. Elles essayaient de faire les plus grosses épluchures possibles, car elles avaient le droit de les ramener avec elles pour les cuire à leurs enfants. En hiver, ils essayaient de se protéger les pieds du froid en les emballant dans du papier journal et des vieux pilloux. Ma mère racontait aussi qu'un jour, dans le camp, sans doute à Montreuil, tout le monde s'était mis à courir. Une femme s'était jetée sur elle, il y avait eu un bombardement. Quand ça avait été fini, elle s'était dégagée, la femme sur elle était morte et l'avait sauvée du bombardement. Est-ce que ce souvenir correspond à des faits historiques? Quand cela se passait-il? Peut-on retrouver le nom de cette femme, de sa famille, pour leur témoigner de notre gratitude d'avoir ainsi protégé notre maman, alors toute petite fille? Puis, notre famille a été transférée de Montreuil-Bellay au camp des Alliés à Angoulême, le 17 janvier 1945. C'est dans ce camp qu'est né leur dernier enfant, ma tante Tata, le 1er mai 1945. Elle est la dernière représentante vivante de la génération de ma mère. Tata est née prématurément. Ma mère se souvient qu'elle la voyait dans une bulle. Ma mère était soulagée que sa petite sœur n'avait pas encore de cheveux. Comme ça, elle ne souffrait pas avec les poux. Il y en avait tellement dans la chevelure de ma mère que quand ma grand-mère y regardait, elle criait « On voit tes os du crâne !» Ils sont sortis des camps, vraisemblablement au printemps ou été 1946, 1 an après la fin des hostilités. Internés pour cause de nomadisme et trimballés dans 4 ou 5 camps de l'ouest de la France, voilà ce que fut l'enfance de ma petite maman, de ses 4 ans à ses 9 ans et demi. Au nom de quoi on a le droit de faire ça? La défense de la patrie? Et combien de temps faudra-t-il attendre encore pour que les souffrances des nôtres soient reconnues au même titre que celles infligées aux victimes de la guerre et de la barbarie humaine? Y aurait-il des souffrances plus dignes de respect que d'autres?
Quand ils sont sortis des camps, ils n'avaient plus rien. Ils étaient dans un état lamentable. Ma grand-mère tirait une petite carriole de rémouleur, bien souvent malmenée par mon grand-père devenu violent. Ils dormaient dans des granges et des fossés. Puis, ma famille a été momentanément sédentarisée par les services sociaux à Dinard, dans une maison à étages, un hôtel peut-être. Ma mère fut défenestrée du premier étage par mon grand-père. Suite à ça, ma mère et Tata ont été retirées de leurs parents. Ma mère avait 12 ans et Tata 3 ans. Elles ont été placées à Planquette chez les bonnes sœurs, qui ont rebaptisé ma mère Geneviève, ma grand-mère ne pouvant fournir par des papiers les preuves de son baptême catholique. Un deuxième internement commençait, pour leur sécurité matérielle, c'est vrai, mais les religieuses ont établi l'intégration sociale et culturelle de ma mère et de ma tante en leur inculquant la honte de leurs origines. Ma mère, ça la rendait plutôt enragée. T'as dû en baver, ma pauvre maman. Au pensionnat, les parents des enfants étaient reçus au parloir, mais pas mes grands-parents, pour qui on sortait un banc dehors et on appelait « Les petites bohémiennes, venez, vos parents sont là !» On leur faisait honte. Quand il y avait des sorties scolaires ou les vacances à Saint-Jacques-de-la-Mer, dès que les filles du pensionnat voyaient des bohémiens, elles appelaient ma mère et ma tante pour leur faire honte. Alors elles essayaient de se cacher dans les rangs pour se protéger de cette honte, pas pour renier leurs parents, à qui elles continuaient d'être attachées. Ma mère disait toujours que quand leur mère venait les voir, elle était saoule et elle pleurait. Mes enfants, c'était ma seule richesse et on me les a pris. Moi, j'estime qu'on nous a volé une partie de nos racines. Nous n'avons pas connu nos grands-parents maternels, ni jamais vu de photos d'eux. J'aimerais tant connaître le visage de ma petite grand-mère Alphonsine. Et le grand Charles, un bel homme il paraît, toujours bien mis, en dehors de l'alcool. Je les honore, parce qu'ils ont réussi à rester en vie malgré tout leur malheur. À 18 ans, ma mère a été placée comme bonne chez des bourgeois de Saint-Brieuc. Au bal du samedi soir, elle a rencontré mon père, Jean-Pierre, nordiste en formation AFPA à Langueux. Coup de foudre et belle histoire d'amour. Pour mon père, Rachel Geneviève est devenue Ginou, petit diminutif affectueux que lui avait donné mon père. Nouveau départ pour le nord de la France, avec l'espoir d'une belle famille respectable qui l'adopterait. Mon père et ma mère ont fondé une famille cocon, où ma mère a connu un grand bonheur, je le crois sincèrement, avec mon père et nous 3, leurs filles, pendant 15 ans, jusqu'à ce que les oiseaux commencent à quitter le nid. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai pris mon sac à dos, mes chaussures de marche et mon pouce pour le stop, et la route et l'aventure. Pour ma mère, ça a été le début du naufrage. Les fantômes du passé sont revenus, dépression profonde et crise d'absence. Elle s'est suicidée le 25 avril 1983.
Quand ma tante Tata raconte des souvenirs de sa jeunesse, ses yeux coulent librement, comme des fontaines publiques. J'en reviens pas encore qu'avec les vies qu'on a eues, on s'en est sorti, on a réussi. À chaque fois que j'y pense, j'en reviens pas, dit-elle. Moi aussi, je ressens ça pour ma propre vie, alors que je n'ai pas vécu tout leur malheur. J'ai longtemps cru que c'était normal qu'on ait une vie difficile, qu'on soit une famille de maboules, comme dit ma sœur aînée Bernadette, et que c'était de notre faute qu'on soit comme ça. Je pensais, les autres, ils réussissent parce qu'ils viennent de familles normales, bien établies. Nous, on est comme personne, ni comme les gadgets, ni comme les bohémiens. On ne peut être que rejeté de tout le monde. Même dans ma propre famille, je ne me sentais pas comme les autres. Il n'y a que récemment, depuis environ 1 an, que j'ai commencé à parler de tout ça avec ma sœur Bernadette et que j'ai commencé à comprendre que ce qui était anormal, c'était ce qu'on avait fait vivre à ma mère et à ma famille. Il a fallu que nous atteignions la 50aine, Bernadette et moi, pour prendre conscience combien tout cela nous habitait depuis toujours et nous appartenait en héritage. Et en commençant à gratter les souvenirs, nous rendre compte que tout s'était cristallisé sur cette période d'internement de notre mère entre ses 4 ans et 9 ans et demi. Une souffrance à l'état pur, de mort physique et psychique, que nous avons portée jusqu'à présent sans en avoir vraiment conscience. En nous donnant la parole, le bistrot de l'histoire nous aide à transformer la situation, de porte-souffrance en porte-parole. Ma sœur Bernadette souhaite demander réparation à l'État français pour les années d'internement endurées par notre mère. Puisse cette soirée être le démarrage de cette démarche. En partage avec cette assemblée ce soir, du pire, je ne veux garder que le meilleur. La vitalité, l'intuition, l'humanité et la générosité que nous avons connue en notre mère, et la joie de vivre envers et contre tout. Je veux repartir comme un chant qui s'obstine, écrivait-elle. Monique, sa fille.
L'Éternel n'a pas de limite. L'Éternel ne t'abandonnera jamais dans ta misère. Crois-tu cela, mon frère? Jésus t'aime. L'Éternel t'aime, mon frère. Il s'est donné sur la croix pour toi. Ce jour-là, tu n'existais même pas. Mais lui, il te voyait déjà du haut de la croix. Sur le chemin de Golgotha, un homme y porte une croix. Les soldats lui ont remis une couronne d'épines sur son front. Sur ce chemin, Jésus passait, et les hommes les jouaient. Sur ce chemin, son sang a coulé, c'est le sang de l'agneau qui ôte le péché. Combien de fois